développés par les pouvoirs publics. Donc, on va essayer de partager avec vous l'ensemble des éléments et on essaiera d'y répondre à la fin de la conférence, comme l'a dit mon collègue, à vos différentes questions. La slide suivante, s'il vous plaît, merci. Donc, l'approche française de sa filière de formation. C'est vrai que lorsqu'on parle de la Croix-Rouge, il est souvent un peu méconnu, notre filière de formation. Pourtant, et je le répète à chaque fois, autant que se peut, que la Croix-Rouge française est des formations paramédicales en France et que tout simplement, en tous les cas, les formations paramédicales qui ont été développées après la Seconde Guerre mondiale étaient bien, en tous les cas, menées par la Croix-Rouge française. Alors, nous avons 5 domaines d'action, la Croix-Rouge française, elle est sur 5 domaines d'action, sachant que c'est une association, mais en même temps une association entreprise, puisqu'on a des bénévoles et en même temps des salariés. Donc, vous voyez bien 16 703 salariés à ce jour et plus de 65 000 bénévoles. Nos domaines d'action, c'est l'urgence et les opérations de secours. Donc, je pense que tout citoyen français, en tous les cas, le connaît que la Croix-Rouge intervient dans toutes les catastrophes, que ce soit ici en France, en métropole, ou dans les dom-toms, mais aussi ailleurs dans le monde. Nous intervenons également dans les grands rassemblements tels que vous le voyez, lorsqu'il s'agit d'une manifestation. Il s'agit tout simplement d'intervenir dans un stade réellement des festivités, dans les différents concerts de musique que vous pouvez voir fleurir à travers les printemps. Également, nous intervenons dans le domaine de l'action sociale. Là aussi, tout ce que vous connaissez sur les grandes périodes d'hiver, pour réaliser tout ce qu'on appelle les maraudes, les aides alimentaires, rétablir des liens, en tous les cas familiaux, qui ont été plus ou moins cassés par des guerres, par des famines à travers le monde. Voilà. Les métiers du sanitaire et sociaux et médico-sociaux à travers toute la France, je crois qu'on est présent pratiquement sur toutes les régions de France, en ayant des établissements qui sont dans différents champs, dans le champ de l'enfance et de la famille, à travers des crèches, dans le domaine de la médecine, à travers, en tous les cas, des cliniques, des hôpitaux, des centres hospitaliers, mais également, nous sommes aussi présents à titre, puisqu'on est en Auvergne-Rhône-Alpes, pour ne que citer le centre des Massus, qui est les soins de suite de réadaptation, qui est un des grands centres de soins de suite et de réadaptation en France. Ensuite, bien sûr, les personnes âgées, nous n'oublions pas, parce que nous avons également des EHPAD. Mais nous parlerons aujourd'hui du domaine de la formation, on vous présentera tout à l'heure, et l'action internationale que tout le monde nous connaît, puisqu'on est souvent affilié sur ce champ-là, dès qu'on parle de la Croix-Rouge française, et d'ailleurs de nos différentes fédérations, que ce soit des Croissants Rouges ou les autres fédérations qui existent à travers le monde. La slide suivante, merci. Alors, pour vous parler de le domaine de la formation, on est un peu ciblé, puisque nous sommes sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous dire tout simplement que la formation, en fait, on est reparti là également sur les 12 régions de France où nous disposons d'instituts régionaux. Celui d'Auvergne-Rhône-Alpes, il est en tous les cas situé sur les 5 grandes villes, si je peux m'exprimer ainsi, de la région, qui sont Lyon, Moulins, Saint-Étienne, Valence et Grenoble. Sur ces sites, tout simplement, vous trouvez des formations sanitaires, donc infirmiers, aides-soignants, secrétaire médical médico-social, auxiliaire de puériculture, auxiliaire ambulancier et ambulancier. Nous avons également des formations sociales, assistants de service social, accompagnants éducatifs et social, techniciens de l'intervention sociale et familiale, mais également nous disposons aussi beaucoup de formations continues, en tous les cas pour les professionnels de santé, que ce soit dans le domaine du sanitaire et du social, dans le domaine également du secourisme et de la santé au travail, mais également simulation santé et bien d'autres formations que nous menons, en tous les cas, à destination des entreprises, mais également des établissements hospitaliers ou médico-sociaux. Merci. L'apprentissage, très rapidement, pour qui? Alors, vous savez très bien que réellement, au jour d'aujourd'hui, il y a eu, en tous les cas, 3 grands mouvements qui ont marqué, 4 même, je dirais. La loi, en tous les cas, autour de la formation de 2018, également le plan de relance, les Ségur de la santé, mais également toutes les actions politiques qui étaient en faveur de l'emploi
durant cette crise sanitaire. Et je pense que la voie de l'apprentissage a été accélérée par ce phénomène de la crise sanitaire, où l'État, en tous les cas, a mis en place des facilitations en faveur, en tous les cas, des entreprises et des établissements qui voulaient s'engager. Alors, donc, c'est pour ça qu'on a des politiques publiques aujourd'hui qui sont vraiment en faveur de l'apprentissage. Mais c'est pour faire quoi, en fait, exactement? C'était d'abord répondre aux besoins en emploi dans les secteurs sanitaires et sociaux. Vous savez trop bien que la loi El Khomri a réellement beaucoup travaillé dans le sens où elle s'est penchée, plutôt la mission El Khomri s'est penchée sur à étudier les raisons, en fait, de cette difficulté, en tous les cas, que nous observons les uns et les autres sur nos différents territoires en termes de besoins dans les domaines sanitaires et sociaux, que sont, par exemple, des métiers qui sont vraiment conscients, comme les aides-soignants, les accompagnants éducatifs et sociaux. Et la voie de l'apprentissage a été une des solutions qui a été retenue par cette mission. Donc, l'idée, c'est de distribuer rapidement des personnels qualifiés sur ces métiers en tension, mais également favoriser l'accès à l'emploi et à la qualification pour des jeunes. Et réellement, ces politiques publiques sont en faveur, en tous les cas, de ces dispositifs. Très rapidement, si je peux aussi vous parler de qui. Alors, on va cibler quand même une certaine population. La voie de l'apprentissage cible une certaine population qui sont les moins de 30 ans, mais également sans limite d'âge pour certains publics. Et là, les questions, certainement, qui vont se poser, tout simplement, il faut qu'il y ait des exceptions. Donc, les personnes en situation de handicap, mais également les créateurs, repreneurs d'entreprises et les sportifs de haut niveau. L'âge maximum peut être porté des fois à 34 ans révolus, c'est-à-dire 35 ans moins d'un jour, si réellement il y a certaines conditions, 3 conditions qui sont derrière. La signature d'un nouveau contrat pour accéder à un diplôme de niveau supérieur à celui obtenu, un précédent contrat rompu pour des raisons indépendantes de l'apprenti, mais également un précédent contrat rompu pour une activité physique et temporaire. Donc, c'est réellement pour l'âge maximum de porter à 34 ans, il faudrait réellement que ça réponde à ces 3 conditions. Je vais laisser la parole à mon collègue Michel après cette slide. Donc, l'apprentissage pour qui? Pour les employeurs qui souhaitent répondre rapidement à des besoins en emploi dans leur établissement. Donc, l'idée, au fait, c'est de faciliter la voie de l'apprentissage pour l'employeur afin qu'il recrute du personnel qualifié. Également, ça lui permet, au fait, de fidéliser ses collaborateurs parce que le temps passé, le temps de formation, le temps de professionnalisation est un temps qui permet aux jeunes apprentis de s'inculturer, au fait, à l'esprit, en tous les cas, de l'entreprise dans laquelle il réalise son apprentissage, mais également, c'est former un jeune motivé et opérationnel. Et surtout, et c'est ça qui est vraiment aussi important et qui motive aussi l'employeur à aller dans cette voie, c'est bénéficier d'aides financières et fiscales qui sont en faveur de l'emploi. Et vous verrez que tout à l'heure, on pourra vous préciser que ces aides financières et fiscales vont aujourd'hui jusqu'au 31 décembre 2021, puisque le législateur a prorogé afin de favoriser l'idée d'aller dans cette voie pour certains employeurs. Merci, Michel, je te laisse la parole. Merci Abdi, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va passer sur des aspects un petit peu plus pratiques que nos collègues de Pôle emploi et Lopco Santé vous détailleront sûrement, concernant le contrat d'apprentissage et les modalités financières. Alors, le contrat d'apprentissage, c'est un contrat qui dure de 6 mois à 3 ans, suivant la durée de la formation, bien évidemment. Il peut démarrer 3 mois avant le début de la formation et se poursuivre jusqu'à 6 mois après cette formation. À l'issue de la formation, ce contrat il pourrait être transformé en CDD ou en CDI. Et on a un autre élément, c'est une convention tripartite entre l'apprenti, l'employeur et le centre de formation en apprentissage. Pour nous, le CFA, ici, c'est la Croix-Rouge. Les modalités financières, donc les frais pédagogiques, les frais de formation sont pris en charge par l'OPCO. La rémunération de l'apprenti, elle est entre 800 et 1600 euros brut, alors par mois, en fonction de l'âge, de l'année d'exécution du contrat.
Et des aides sont proposées aux employeurs par l'OPCO. Alors, quelles sont les démarches à faire? Quel est le rôle de l'apprenti? C'est d'abord pour vous d'identifier bien sûr la formation qui vous intéresse et le cursus que vous souhaitez suivre. C'est démarcher les établissements pour trouver, alors au-delà de maître d'apprentissage, c'est trouver un établissement qui est d'accord pour vous recruter en apprentissage, et l'établissement va bien sûr vous proposer un maître d'apprentissage qui sera la personne qui vous accompagnera chez votre employeur. Ensuite, il s'agit malgré tout de s'inscrire à la formation, quelquefois de se soumettre à la sélection. On y reviendra peut-être. Et puis après, votre engagement, c'est de suivre la formation et de réaliser les évaluations qui sont proposées au cours de cette formation, les réaliser, et je vous le souhaite, les réussir bien sûr. Ensuite, il s'agira également, pendant votre temps où vous serez chez votre employeur, hors stage, hors formation, il s'agira d'effectuer la mission qui vous sera confiée par l'employeur. Vous trouverez dans la conversation la plaquette à destination des apprentis qui reprend ces éléments plus précisément. Le rôle de l'employeur et les démarches qu'il a effectuées, on en a parlé juste avant, c'est désigner un maître d'apprentissage. Il n'est pas obligatoire, mais fortement recommandé de proposer à ce maître d'apprentissage une formation. La Croix-Rouge se positionne aussi pour former des maîtres d'apprentissage. C'est de former l'apprenti avec les moyens nécessaires. C'est bien sûr rémunérer l'apprenti et publier vos offres d'emploi en apprentissage. Vous trouverez là aussi dans la conversation le lien vers la plaquette employeur. À noter que 94% des apprentis sont embauchés dans les 6 mois qui suivent la formation. Alors, quelles sont les formations que nous proposons au sein de notre institut régional en apprentissage? Donc, la formation aide-soignante, elle est proposée sur nos 5 sites, donc Lyon, Moulins, Saint-Étienne, Valence et Grenoble. La formation accompagnant éducatif et social qui est proposée sur nos sites de Saint-Étienne et Moulins, auxiliaire de puériculture à Grenoble et ambulancier à Lyon. Alors, quelques dates clés pour cette année concernant ces formations. Les inscriptions. Donc, aide-soignant, on est sur une clôture d'inscription qui va intervenir bientôt, puisque les inscriptions s'arrêtent au 1er juin pour Lyon, Moulins et Saint-Étienne et le 16 juin pour Valence et Grenoble, sachant qu'il est possible que nous développions des formations qui débuteraient en janvier 2022 et puis que de toute façon, il y aura en septembre 2022 une nouvelle rentrée avec des nouvelles dates d'inscription. Pour les AES, clôture des inscriptions au 26 mai 2021. Donc là, on est aussi dans des délais qui sont très courts. Auxiliaire de puériculture, ouverture des inscriptions en septembre 2021 pour une rentrée en janvier 2022. Et ambulancier, nous ouvrirons les inscriptions sur Lyon en août 2021 pour une rentrée en février 2022. Je vais laisser maintenant la parole à Madame Smaglo, qui représente le Pôle emploi. Merci à vous. Bonjour à tous et à toutes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Oui. Alors, écoutez, déjà, je vous remercie de m'avoir invité et puis de pouvoir présenter eh bien, le Pôle emploi et ce que nous faisons pour les jeunes et tout ce qui concerne l'alternance. Alors, sur le plan jeune, l'action du gouvernement a été guidée par 3 priorités qui sont donc faciliter l'entrée dans la vie professionnelle de nos jeunes,
Donc, vous le savez peut-être, c'est à Pôle emploi actuellement, nous sommes sur un jeune, une solution. Un jeune, une solution, donc une formation, les orienter, leur donner envie d'aller vers un métier particulier. Moi, je travaille, donc je suis chef de projet sur la santé et l'action sociale sur toute Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est le secteur qui m'intéresse. Donc, les orienter vers les secteurs d'avenir. Mais pour moi, c'est la santé, l'action sociale, avec les besoins qui ont été liés à la crise sanitaire. Alors, c'est vrai qu'actuellement, nous avons 3 secteurs prioritaires sur Pôle emploi, et notamment aujourd'hui la réouverture des terrasses. Effectivement, par contre, ce que nous savons, c'est que la santé et l'action sociale, avec les priorités qui continuent sur ces orientations-là, avec les effets du vaccin qui ne vont pas se faire ressentir avant 2022, on a besoin vraiment de personnel. On a besoin de jeunes qui s'orientent vers ces métiers-là pour l'avenir, parce qu'il y aura également beaucoup de personnes qui vont être en retraite. Et donc, c'est aussi accompagné vers un parcours d'insertion. Et nous avons actuellement plus de 11 000 jeunes qui sont en accompagnement intensif à Pôle emploi. Ça s'appelle l'AIJ, donc je ne sais pas si vous connaissez. Nous avons doublé nos accompagnements et nous avons dans chaque agence 2 personnes qui s'occupent uniquement des jeunes pour les aider à s'orienter vers les métiers du futur. Alors, les aides pour booster ces recrutements, il y a les aides en embauche, donc pour toutes les entreprises et toutes les associations. Jusqu'au 31 mai, donc c'est 4 000 € par an pour un recrutement d'un jeune de moins de 26 ans en CDI. Après, les CDI intérimaires ou CDD de plus de 3 mois, et ça là, quel que soit le niveau de qualification. Vous avez également les emplois francs. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est pour les jeunes qui résident dans les quartiers prioritaires politiques de la ville. Pour savoir si les jeunes résident dans ces quartiers prioritaires, il y a un site internet où vous pouvez vérifier avec l'adresse si la personne habite bien en QPV. Voilà. Et là, l'aide est très avantageuse puisque c'est 17 000 € sur 3 ans pour un CDI. Et puis, pour un CDD d'au moins 6 mois, vous avez une aide de 8 000 € sur 2 ans. Donc là aussi, c'est très intéressant. Donc, les alternances qui nous intéressent, donc pour les entreprises de moins de 250 salariés, donc sans condition, et pour les entreprises de 250 salariés et plus, donc sous condition, vous pouvez effectivement avoir jusqu'à 5 000 € pour les jeunes de moins de 18 ans en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, et jusqu'à 8 000 € pour un jeune de 18 à 29 ans en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Pour nous, c'est plus qu'un parcours, c'est vraiment une opportunité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis sur cette mission depuis le mois d'octobre, début novembre, et que je travaille actuellement avec beaucoup de fédérations, beaucoup de grands comptes. Nous essayons vraiment avec la région Rhône-Alpes, avec l'ARS, avec un petit peu les OPCO et un petit peu les partenaires qui vont s'engager et nous aider donc au niveau des avantages financiers. On va participer donc à cela par l'emploi. Nous, c'est notre but. Mais comme je vous le disais, nous, c'est un jeune, une solution. Ça peut passer par différentes phases, pas seulement l'emploi, mais aussi la formation et aussi donc l'alternance, parce que moi, ce que j'ai vu, et notamment avec la région Rhône-Alpes, c'est que nous n'avons pas assez de place en école sur la région, que l'augmentation a été en fait assez moindre sur la région Rhône-Alpes en ce qui concerne les métiers en tension, donc sur les postes d'aide-soignante. Et il y a également d'importantes demandes sur tout ce qui concerne les métiers de la petite enfance, donc les auxiliaires puères,
Pôle emploi développe, alors ça c'est pas dans vos propositions, mais tout ce qui est CAP, AEPE, petite enfance, pour aider pour les crèches. Nous savons que de plus en plus de crèches sont effectivement prêtes à être construites, à ouvrir, mais il manque du personnel. Donc pour cela, on s'engage et on essaye de trouver d'autres solutions que ce que nous avons habituellement l'habitude de faire. Donc des nouvelles compétences pour l'employeur et le salarié, ben, ça correspond effectivement au parcours emploi-compétences. Ceux-ci ont été, alors on a eu le soutien de la DRETS, hein, anciennement la Directe, pour ouvrir ce champ-là de parcours emploi-compétences à un maximum de personnes pour aider les structures, pour aider les employeurs, pour aider les hôpitaux, enfin bref, toutes les structures qui ont besoin d'aide spécifique pour recruter et pour également former. Donc, il s'agit là de faire acquérir de nouvelles compétences aux jeunes, mais également de les tutorer et d'avoir un accompagnement donc personnalisé dans ces parcours emploi compétences qui sont possibles. Je vous laisserai de toute façon, dans le fil de la conversation, mon adresse mail en cas de besoin. Comme ça, vous pourrez me contacter et je pourrai répondre s'il y a des questions particulières. Hein, je sais que j'ai peu de temps aujourd'hui, donc je vais avancer un petit peu plus vite. Alors, les PEC jeunes, nos parcours emploi compétences pour les jeunes de moins de 26 ans qui résident ou non en quartier prioritaire de la ville. Alors, ce qui est intéressant, c'est toutes les zones rurales. Vous savez qu'il y a des droits. Donc, ça veut dire que sur des régions où, comme le Cantal, l'Ardèche, la Drôme, voilà, où on sait que là, il y a très peu de chances que ces parcours emploi compétences ne passent pas au niveau des employeurs. Donc, les associations y ont droit et voilà, d'autres employeurs, hein, comme indiqué. Le type de contrat, c'est des types de 6 à 9 mois en CDI, CDD, minimum 20 heures, avec une prise en charge qui est plafonnée à 30 heures par semaine et qui va apporter des réductions au niveau excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, des aides à l'embauche. Donc, on peut aller jusqu'à 65% du SMIC ou 80% du SMIC selon les cas. Donc là, les prises en charge sont très intéressantes également. Pour cela, ce qui est très important de savoir, c'est que à Pôle emploi, depuis 2015, nous avons créé des équipes entreprises. Donc, les conseillers entreprises vont s'occuper par secteur géographique des structures qui dépendent donc de leur zone rattachée. Par exemple, Lyon 8e, eh bien, toutes les structures de la Croix-Rouge de Lyon 8e, il y a la crèche, certaines crèches qui vont dépendre de la structure donc, du Pôle emploi de Lyon 8e et ils auront un interlocuteur privilégié qui vont pouvoir les aider à mettre en place les contrats aidés si besoin ou les autres aides qui sont possibles pour les jeunes, la mise en place des alternances, des contrats de professionnalisation, etc. Donc, là, je le renoterai également, il y a un numéro de téléphone à connaître, c'est le 3995 qui vous orientera directement vers l'agence compétente pour chaque structure. Voilà. Orienter et former les jeunes. Vous savez que, alors, je ne sais pas si vous connaissez les immersions professionnelles, les périodes de mise en situation. Il y a 3 types par rapport à cela, c'est-à-dire 3 types de choses. Alors, faire découvrir les métiers parce que nous, à Pôle emploi, ce que nous faisons, c'est qu'on essaye de faire envie aux jeunes d'aller vers ces métiers. J'ai animé un webinaire pendant la semaine jeune du mois de mars
et j'ai eu beaucoup d'attrait sur ces métiers-là, puisque j'ai eu plus de 440 jeunes qui ont été intéressés par les métiers de la santé. Pour comparaison, mes autres collègues qui sont sur l'industrie, sur la restauration, etc., il y avait 30, 40 jeunes d'inscrits. Donc voilà, c'est juste quand même pour vous faire le rapport en disant ce sont des métiers vraiment qui intéressent. Cette crise sanitaire a suscité des vocations, mais réellement. Je l'ai vu tout au long de cette période difficile. Ça a pu venir de métiers différents, comme l'hôtellerie, la restauration, parce qu'il n'y avait pas d'emploi à ce moment-là, et de se dire, écoutez, on va se reconvertir. La santé recrute, donc on peut faire des immersions professionnelles, aller découvrir ce métier. Est-ce que on est fait pour ça? Est-ce que ça nous intéresse? Est-ce que ça correspond à l'idée que l'on se fait du métier? Ça confirme le projet professionnel et c'est ce qu'on demande aux jeunes qui s'engagent sur des projets de formation. Et puis, on peut également, grâce à ces immersions professionnelles, initier des recrutements. Ça veut dire que la personne, ça peut aller jusqu'à 1 mois, c'est le maximum, va se dire je vais travailler pour un établissement, j'ai 1 mois, c'est comme une période d'essai, la personne reste demandeur d'emploi, va peut-être être immergée donc dans la structure, vraiment vivre comme les autres salariés, peut-être être formé, avoir une formation même préalable, pourquoi pas, sur certains modules, je ne sais pas, comme l'hygiène, enfin voilà, il y a différentes possibilités. Et de là, après, l'employeur pourra ou pas embaucher la personne. Donc là aussi, c'est intéressant pour les structures diverses. Je souhaitais vous parler également de la POI. C'est la préparation opérationnelle à l'emploi individuel, ce que j'appellerais en fait une formation préalable au recrutement. Il y a 400 heures maximum. Alors, la formation est réalisée soit par un organisme de formation interne à l'entreprise, soit par un organisme de formation externe. Et il y a des aides par heure, donc 5 € si c'est une formation interne ou 8 € si c'est une formation externe. La POI, avec la différence qu'il y a avec la FPR, qui est en dessous sur le PowerPoint, c'est simplement que la POI, ça correspond à une embauche en CDI. Et l'AFPR, l'action de formation préalable au recrutement, correspond à une embauche en CDD de moins de 12 mois. Mais là, de même, c'est 400 heures maximum et de même, un organisme de formation donc interne ou externe. Donc, voilà, pour la Croix-Rouge, ça peut être très bien également dans vos établissements, dans vos centres de formation, pour après intégrer vos établissements et embaucher par la suite. Voilà. Donc là aussi, se référer à l'agence de proximité. J'ai une demande particulière. Donc, si je ne connais pas la personne qui gère mon établissement, j'appelle le 39 95 et vous serez automatiquement relayé auprès du bon établissement. Et on vous aidera parce que nous avons sur chaque agence des personnes qui sont spécialistes du secteur de la santé et de l'action sociale. Merci. Donc, du coup, maintenant, on va donner la parole à Agnès Boichon qui représente l'Opco-Santé. Bonjour à tous. Avant tout, je vais vous dire en 2 mots qui est l'Opco-Santé. Donc, l'Opco-Santé fait partie des 11 organismes qui sont agréés par l'État pour accompagner ces entreprises adhérentes dans les projets emploi et formation de leurs salariés. Donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a 2 sites, un à Lyon, un à Clermont-Ferrand, et ça représente une 30aine de collaborateurs. Donc, en matière d'alternance, on a 3 missions principales. La première mission, c'est la promotion
et le développement de l'alternance. Donc, par exemple, on organise des réunions d'information en ligne pour nos adhérents. On participe à des forums emploi-formation. Nos conseillers vont à la rencontre de nos adhérents pour assurer la promotion de ces dispositifs. Et puis, on est également en lien avec les partenaires de l'emploi et de la formation de la région pour développer l'alternance. Donc, Pôle emploi ici présent, Croix-Rouge ici présente et tous les partenaires emploi-formation. Ensuite, on a la mission d'enregistrer les contrats en alternance. Donc, on s'assure de la conformité des contrats et ensuite, on les enregistre et on les télétransmet à l'État. Et une fois que les contrats sont validés et enregistrés, on s'occupe du financement de ces contrats en alternance, que ce soit les contrats d'apprentissage ou les contrats de professionnalisation. Donc, je vous disais qu'on est l'OPCO santé, donc agréé par l'État, et les entreprises qui sont nos adhérents sont les structures et établissements que je vais vous présenter du privé, associatif ou commercial. On ne couvre pas les établissements publics ni les professions libérales. Donc, c'est tous les établissements privés, associatifs ou commerciaux. Dans le secteur de la personne âgée, les EHPAD et puis également les services à domicile, le secteur sanitaire avec les hôpitaux, les cliniques, les services de soins et de suite et de réadaptation, les services de soins infirmiers à domicile, également les centres de lutte contre le cancer, comme Jean Perrin en Auvergne ou le centre Léon Bérard à Lyon. On couvre également le secteur du handicap, adulte ou enfant, le secteur de la protection de l'enfance et également le secteur des personnes adultes en difficulté et le secteur du thermalisme et les centres de médecine du travail. Donc, ça représente environ 10 000 entreprises sur le plan national et 1 million de salariés couverts par notre champ. Voilà. Donc là, je vous présente l'an dernier ce qu'on a réalisé en matière d'apprentissage dans 2 secteurs. Donc, le secteur qui est noté 3 SSSMS, donc sanitaire, social et médico-social, et hospitalisation privée, HP hospitalisation privée. Donc, dans le secteur sanitaire, social et médico-social, on voit que le diplôme d'État accompagnant éducatif et social arrive en 2e position dans notre top 10, avec 540 contrats signés l'an dernier. Et puis aide-soignant avec 473 contrats arrive en 4e position. Et puis dans le secteur de l'hospitalisation privée, donc là c'est l'aide-soignant qui arrive en 1re position avec 376 contrats et accompagnant éducatif et social en 4e position avec 137 contrats. Donc comment on intervient financièrement auprès des entreprises? Donc, une fois que le jeune a trouvé son entreprise et que tout est calé entre l'organisme de formation, l'entreprise et le candidat, un contrat est signé. Ensuite, une fois que ce contrat est signé, il est transmis à notre organisme, à l'OPCO, de façon dématérialisée par ce qu'on appelle les web services, au plus tard dans les 5 jours qui suivent le début du contrat. Ensuite, on instruit le dossier, on vérifie qu'il est bien conforme en matière de formation, en matière de durée, en matière de public éligible. On vous a rappelé tout à l'heure qui pouvait conclure un contrat d'apprentissage et on télétransmet le contrat à la DGEFP, donc à l'État. Et à partir de là, une fois qu'il est enregistré et validé, on peut mettre en place les règlements à réception des factures de l'organisme de formation.
Donc là, c'est pour vous donner une idée des coûts que l'on va prendre en charge selon les différents diplômes. Donc ça, c'est ce que l'on paye à l'organisme de formation pour financer la formation. Le coût est différent selon la branche professionnelle de l'entreprise, parce que les branches professionnelles définissent un coût par contrat. On appelle ça un coût contrat, et les coûts que je vous présente ici, ce sont des montants annuels. Donc la formation, elle n'est pas gratuite, elle est gratuite pour l'apprenti, mais elle a un coût, et ce coût qui est payé à l'organisme de formation, c'est le coût qui va le régler directement à l'organisme de formation. Donc, par exemple, pour aide-soignant, selon la branche professionnelle, ça peut aller de 7 700 € à 8 400 €. Sur accompagnant éducatif et social, on va de 7 000 € à 8 175 €. Pour accompagnant éducatif et social, ben, voilà, on est sur le même montant. Et sur auxiliaire de puériculture, on est de 7 280 € à 7 900 €. Sur l'ambulancier, je ne l'avais pas noté dans cette diapo, on est de 8 800 à 9 400 €, pour vous donner une idée des coûts. Donc, c'est bien les coûts annuels. On va intervenir sur d'autres frais qui nous sont facturés là aussi par le CFA. Donc, ce sont bien des coûts supportés par le CFA. Si le CFA a une cantine, par exemple, ou héberge les apprentis, on peut intervenir à hauteur de 6 € par nuit ou 3 € par repas. Mais il faut bien que ce soit des frais supportés par le CFA. Ce n'est pas l'apprenti qui va aller acheter son repas. Là, on n'interviendra pas dessus. On va intervenir également si le CFA achète des frais de premiers équipements pour les apprentis ou s'il y a une mobilité internationale, s'il y a des frais de mobilité internationale. Il y a également des aides de l'État, mais là, Cynthia Smaglo de Pôle emploi en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est la diapo suivante, celle-ci, c'est une mesure en effet importante dans le cadre du plan de relance et qui peuvent aider de manière très importante les entreprises avec 8 000 € par alternant majeur ou 5 000 € pour un alternant mineur. Ces aides existaient l'an dernier, elles sont prolongées jusqu'à la fin de l'année 2021 et c'est un vrai coup de pouce aux entreprises qui a vraiment boosté l'apprentissage l'an dernier et on espère qu'il en sera de même cette année. Donc, sur notre site internet, on a des ressources à disposition des employeurs, mais également des apprentis et des organismes de formation. Sur la diapo suivante, voilà, j'ai listé un petit peu les différents supports ou outils que l'on peut vous proposer. Donc, on a des plaquettes de présentation de l'alternance, un document qui présente la différence entre contrat d'apprentissage et contrat de professionnalisation, une frise chronologique qui explique les différentes démarches liées au contrat d'apprentissage, des replays des conférences en ligne que l'on propose, donc qui sont accessibles voilà, à tout moment, et une présentation des métiers de nos secteurs de la santé, et également une présentation des financements. Donc, vous retrouvez l'ensemble de ces outils sur notre site internet. Il y a également une plateforme à disposition des CFA et des éléments pour les apprentis ou futurs apprentis, pour les personnes qui s'intéressent au métier de la santé et à ces formations en apprentissage. Donc, sur la diapo suivante, je vous ai remis donc, pour les candidats l'adresse de notre site et la rubrique dans laquelle vous retrouvez des informations. J'ai mis plutôt pour les employeurs et CFA nos contacts à Lyon et à Clermont-Ferrand, donc Villeurbanne et Aubière. Aujourd'hui, c'est vrai que les employeurs nous font part de leurs besoins de recrutement, en particulier en alternance. Et nous, on est vraiment ravis que de nouvelles places s'ouvrent
en apprentissage avec l'organisme de formation Croix-Rouge. Ça répond vraiment à un réel besoin des employeurs. Et puis, ça répond également aux intérêts qui sont exprimés par les demandeurs d'emploi et les jeunes. Donc, nous, on est ravis de ces ouvertures de places et on est sûr que ça va répondre à ce besoin qui est vraiment exprimé de manière très, très forte par les employeurs. Donc, je vous remercie à tous. Je vais peut-être mettre mon adresse mail également dans le chat si, plutôt côté employeur ou CFA, vous avez des questions pour nous. Merci à tous. Merci à vous. Donc, on arrive à la fin des présentations. Vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. On va y répondre. Donc là, pour le moment, on en a deux. La première, c'est un des participants qui nous dit qu'il a 47 ans, reconnu travailleur handicapé et il aimerait savoir s'il peut prétendre à une formation d'aide-soignant. Michel ou Abdi, est-ce que l'un de vous deux peut lui apporter une réponse? Oui, je peux apporter une réponse. Bien sûr que le fait d'être en situation de handicap n'empêche pas, en tous les cas, de réaliser une formation dans le domaine du sanitaire et du social. Par contre, pour autant, il faudrait que l'établissement d'accueil puisse être outillé, si je peux m'exprimer ainsi, à recevoir et à proposer des dispositifs d'accompagnement pour ces situations, pour ces personnes en situation de handicap. Tous les instituts ne sont pas chartés, comme on le dit dans notre région, puisque le conseil régional nous accompagne sur le dispositif, en tous les cas, d'accueil de personnes en situation de handicap en labellisant les établissements H+. Donc, l'Institut régional de formation sanitaire et sociale de la Croix-Rouge française, sur ces 5 sites, propose justement ce dispositif d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Il s'agit de personnes qui peuvent venir dans la formation sociale, mais également dans la formation du sanitaire. Actuellement, nous avons des étudiants et des élèves qui présentent des situations de handicap, alors qui peuvent être temporaires comme elles peuvent être définitives. Voilà. Merci. Alors ensuite, on a deux questions qui sont sensiblement les mêmes et qui interrogent le financement des établissements publics. Savoir s'il existe des aides qui sont accordées aux établissements publics. Je ne sais pas, peut-être que Madame Boichon, vous pourriez apporter une réponse. Je ne sais pas si vous avez… Ce n'est pas du tout dans notre champ de compétences, le public. D'accord. Je reviens sur la question précédente, sur les personnes en situation de handicap. On apporte une aide au CFA lorsqu'il y a un apprenti en situation de handicap pour permettre un meilleur accueil de ces personnes. Et c'est une aide qui va majorer le coût contrat que j'ai présenté tout à l'heure. D'accord, merci. Je peux répondre à la question du public, sachant que bien sûr, il faudra aller un peu plus loin en termes de prospection sur cette question. Autant nous, établissements privés, on va relever d'OPCO, donc que ce soit dans le domaine du sanitaire, vous me direz, si je ne me trompe pas, Agnès, par rapport à la question d'OPCO Santé nous accompagne dans le monde du sanitaire. Et dans le monde du social, on aura plutôt une formation en termes justement d'opérateurs qui vont nous accompagner. Mais pour le public, c'est la directe, en fait. C'est-à-dire les personnes, lorsqu'elles veulent monter un contrat d'apprentissage, normalement devraient s'adresser au niveau de la directe pour pouvoir monter justement le contrat d'apprentissage tel qu'aujourd'hui c'est géré par exemple pour nous, pour Opco Santé ou une formation. Donc, et la directe qui a changé de nom, qui est maintenant la DRETS. Exactement. Voilà, parfait. Merci. Alors maintenant, on a une question. R2ETS, direction, je crois, régionale de l'emploi. Alors, il faudrait que je retrouve la cohésion sociale. Il faudrait que je retrouve, je vous dirai exactement. Si je ne me On trompe va passer pas. aux autres questions.
Oui, alors on a une question, une personne qui aimerait savoir si la formation d'aide-soignant par la voie de l'apprentissage est accessible à Valence, Grenoble et Saint-Étienne. Oui. Oui. Pardon, j'étais… Donc oui, la réponse est oui, c'est accessible à Valence, Grenoble et Saint-Étienne. Et dans le chat un peu plus haut, je vous ai mis l'accès sur le site au dossier de sélection et avec les dates limites pour candidater. Alors, juste pour compléter, la directe qui a changé de nom, c'est la DRETS, D-R-2-E-T-S, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Voilà. Merci Aldi. On a une personne qui aimerait savoir si la formation, quel est le processus de recrutement pour la formation d'aide-soignant et le nombre d'alternants prévus sur les sessions ainsi que le rythme de l'alternance. Alors, oui, pardon. Allez-y. Sur le processus de recrutement, il vient d'être modifié par un arrêté du 12 avril qui fait que le candidat apprenti aide-soignant est recruté directement sur décision du directeur dès lors qu'il a soit déjà signé son contrat d'apprentissage, soit qu'il nous fournisse un document qui prouve que cette signature va être dans les jours, dans les semaines qui viennent, c'est-à-dire globalement une lettre de l'employeur qui s'engage à mettre en œuvre ce contrat d'apprentissage. Ensuite, sur le nombre prévu d'alternants sur la session, actuellement sur Lyon et Saint-Étienne, nous prévoyons une classe de 19, classe dédiée à apprentissage de 19 apprentis par classe. Ensuite, on peut accueillir aussi des apprentis sur nos promotions habituelles. Et là, les classes sont plus importantes, effectivement. Merci, Michel. Il y avait aussi la question du rythme de l'alternance, oui. Je vois dans la question. Oui. Sur le rythme de l'alternance, donc aujourd'hui, nous sommes en attente du nouveau référentiel, puisque vous le savez ou vous ne le savez pas, la formation aide-soignante va être réformée, si je peux le dire comme ça. Mais toujours est-il qu'on prévoit, nous, actuellement, sur la base de ce qui est de ce qu'on a entendu de cette réforme, on prévoit une rentrée en septembre et une sortie en décembre, c'est-à-dire une formation qui se déroulerait sur 16 mois, avec 11 mois de formation théorique et pratique, théorique en institut et pratique en stage, et 5 mois chez l'employeur, dont les congés payés. Donc, on aura 3 alternances dans cette formation, les cours, les enseignements, qu'ils soient à distance ou en présentiel, puisque le mode distanciel fait partie maintenant des outils pédagogiques, les stages, donc, qui peuvent se dérouler chez l'employeur, mais qui peuvent aussi se dérouler dans d'autres structures, et puis le temps employeur, où là, vous êtes sous contrat de votre employeur, vous êtes embauché par l'employeur, et vous, comme je le disais tout à l'heure, vous exercez les missions qu'il vous confie. Merci. Alors maintenant, on a une question plutôt sur le rythme de travail. Quel est le statut de l'apprenti et quelles sont les limites en termes d'horaire, de travail de nuit ou de week-end? Et enfin, l'apprenti doit-il toujours travailler en doublure avec son maître d'apprentissage? Il y a 2 questions. Sur le statut de l'apprenti et ses horaires, voilà, à quoi il est contraint et est-ce qu'il doit toujours être en binôme avec son maître d'apprentissage? Je ne sais pas qu'est-ce qui peut reprendre. Sur le statut, en fait, l'apprenti, il va avoir, j'ai envie de dire, un double statut. Il va avoir le statut d'apprenant, d'étudiant ou d'élève, quand il sera au centre de formation ou en stage. Donc là, son statut il sera régi par la convention de stage s'il est en stage ou par le règlement intérieur de l'établissement qui prévoit qu'il n'y a pas plus de 35 heures par semaine.
Et puis, quand il est en contrat, qu'il est sur la période en temps employeur, il est régi par le droit du travail et par un contrat de travail. C'est un contrat. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail. L'apprenti est considéré comme salarié lorsqu'il va être sur le temps réellement de professionnalisation chez son employeur. Pour autant, lorsqu'il est en professionnalisation sur ce terrain de stage, comme le précise mon collègue, et également dans nos instituts de formation, il a le statut d'élève. Et il est sous le régime, si vous voulez, de notre propre règlement qui régit, en tous les cas, le fonctionnement de nos établissements. Par contre, la notion de doublure au niveau de l'apprentissage, c'est vrai que malgré lui-même qu'il soit salarié, je pense qu'il est plus intéressant de protéger le jeune apprenti et de ne pas, en tous les cas, le laisser aller, même si les compétences ont été réellement validées. Je crois qu'il a toujours besoin de cet accompagnement jusqu'à le jour où il recevra son diplôme, où il pourra y aller. Parce que la question nous a été posée aussi, surtout par rapport à des métiers vraiment très en tension, qui sont plutôt les métiers à domicile. Est-ce que l'apprenti pourra y aller tout seul, sans son maître d'apprentissage ou sans tuteur, par exemple, pour aller réaliser des soins à domicile? Non, je ne pense pas. Donc, c'est vrai qu'il faudrait garder raison par rapport à ça, de ne pas lâcher, parce que quand même, mine de rien, il est sous contrat de professionnalisation. Mine de rien, le contrat d'apprentissage, c'est qu'il est en apprentissage de sa formation. Donc, le laisser y aller tout seul, non, je ne pense pas. Donc, voilà. Par contre, la notion d'appartenance à une équipe, de s'acculturer à justement une entreprise, c'est ça qui est fortement intéressant sur le temps qu'il passe réellement en tant que salarié de l'entreprise. Merci. Alors, je suis aussi maître du temps. Il nous reste 5 minutes et on a encore quelques questions. Donc, il va falloir qu'on soit efficace. Pour revenir sur le statut de travailleur handicapé, en complément, la personne qui nous avait posé la question nous demande si c'est valable également pour les personnes qui ont une reconnaissance travailleur handicapé sans handicap visible. Oui, tout à fait. OK. Alors ensuite, on a une question d'un employeur qui est à la recherche de personnes en alternance sur la vallée du Grésivaudan, avec actuellement une personne inscrite à la Croix-Rouge sur la rentrée de 2021. Ils ont encore 3 ou 4 places à pourvoir et ils aimeraient savoir comment se faire connaître auprès des jeunes. Alors moi, je peux apporter un élément de réponse si vous me permettez. Je vous mets dans le chat un formulaire dans lequel vous pouvez déposer vos offres en alternance, en apprentissage, pardon. Vous pouvez également, je vais vous mettre un mail, nous communiquer vos offres sur cette boîte mail et nous, après, quand on aura des inscriptions, des apprentis, en tout cas des candidats, on pourra faire le lien si en tout cas ça répond à une demande sur votre secteur. Voilà. Très rapidement, juste, Émilie, si tu me le permets, sur la question de la situation de handicap physique, visible ou pas, je pense qu'il est très important aussi peut-être de dire aux personnes qu'avant d'entrer en formation, on est censé, en tous les cas, tous les candidats ou tous les élèves ou étudiants sont censés passer par un médecin agréé qui délivre en tous les cas un certificat qui précise son aptitude psychologique et physique à pouvoir suivre la formation, qu'elle soit aide-soignante ou infirmière. Et ça, c'est vraiment très important. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a cet élément-là aussi qui détermine l'entrée en formation. Question suivante. Je peux me permettre, Émilie? Oui, bien sûr. Juste une parenthèse par rapport donc à Pôle emploi, les employeurs peuvent déposer leurs offres concernant même la Croix-Rouge sur notre site. Nous sommes le site le plus fréquenté de France, gratuit. On peut faire des relais entre la Croix-Rouge et Pôle emploi. Hein, et je pense qu'une collaboration sera au niveau des viviers peut être vraiment intéressante. Voilà. Ok, merci. Donc, question suivante. Pour l'année d'apprentissage 2021-2022, à quelle date débute le contrat avec l'employeur?
En fait, ça dépend du contact que vous avez avec votre employeur. Comme on le disait tout à l'heure, votre contrat peut débuter 3 mois avant l'entrée en formation. Et il peut débuter en juin, j'ai envie de dire, puisque la formation débute en septembre. Voilà. Après, ça dépend de votre employeur. S'il souhaite vous avoir pendant quelques mois dans l'entreprise avant l'entrée en formation, ou s'il souhaite faire débuter le contrat plus tard, voilà. Enfin, ce que moi, je peux en dire aujourd'hui. Et également, peut-être rajouter 3 mois après aussi. C'est-à-dire, on peut rentrer en formation et avoir son contrat d'apprentissage 3 mois après la rentrée. Voilà. Merci. Quel est le temps de présence de l'apprenti dans son terrain professionnel? 50%, 75%. Le temps de présence, en fait, sur le… Je pense que la question, c'est plutôt la répartition temps de présence en formation vs temps de présence chez l'employeur. On va se diriger par rapport on va dire aux alternances qu'on va mettre en place, à peu près entre 40 à 50%. Voilà, chez l'employeur. Voilà ce que nous visons en tous les cas, parce que l'idée, c'est plutôt que la professionnalisation se passe au mieux, en tous les cas, chez l'employeur. Merci. Et enfin, dernière question. Pour la formation d'auxiliaire de puériculture, faut-il trouver un employeur avant de s'inscrire en formation? Quels sont les critères de sélection et quel est le nombre de semaines de cours par mois? Pour l'alternance, a priori, on vient de donner la réponse parce que je pense que ça sera la même chose pour les auxiliaires de puériculture. Alors, avant de rentrer bien sûr en formation pour au niveau auxiliaire de puériculture, bien sûr qu'il faudra trouver un employeur. Maintenant, si vous n'avez pas trouvé un employeur, par contre, vous ne bénéficierez pas de l'accès direct de rentrer en formation. Parce que l'idée au fait de l'apprentissage, le fait d'avoir un employeur avant l'entrée en formation vous dédouane des épreuves de sélection. Par contre, si vous n'avez pas d'employeur, bien sûr, vous passez des épreuves de sélection. Si vous êtes reçu, vous pouvez rentrer en formation. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, 3 mois après, vous pouvez encore, c'est-à-dire entre septembre pratiquement jusqu'en décembre, chercher un employeur pour entrer en apprentissage. Merci. Nous n'avons pas d'autres questions. Alors, je terminerai en vous disant qu'on a donc enregistré cette conférence, donc on vous l'a dit au tout début, il me semble. Je vous partage dans le chat le lien vers la chaîne YouTube de notre institut sur laquelle sera publiée la vidéo dans quelques jours, si jamais vous souhaitez voir le replay. Et enfin, pour ceux qui voudraient être recontactés et qui souhaitent poursuivre leur projet de formation vers l'apprentissage, je vous partage aussi un lien sur lequel vous pouvez renseigner vos coordonnées pour qu'on revienne vers vous, voilà, pour peaufiner votre projet. Sinon, n'hésitez pas à aller sur les sites internet donc des partenaires Pôle emploi et OPCO qui vous ont été présentés aujourd'hui, et également sur le site internet de l'Institut, dans lequel vous trouverez de la documentation sur l'apprentissage, mais également, comme je le disais tout à l'heure, les dossiers de sélection, les périodes et les dates limites de sélection et les contacts utiles qui pourront vous être utiles. Voilà. Eh bien, terminons par un merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Disponible. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée.